Voilà, dernière partie donc de ce chapitre consacré à la lumière. Donc après la formation des images et l'obtention des différentes couleurs, on va voir maintenant la nature même de la lumière, comment elle peut se produire. Alors, il y a plusieurs types de production de lumière. Euh, un type de production que vous voyez ou que vous avez vu, ou que vous allez voir en enseignement scientifique niveau première, c'est l'émission par un corps chaud, donc qui donne lieu à un spectre continu. Voilà, le détail sera donné en enseignement scientifique. Deuxième mode d'obtention de lumière, c'est l'interaction avec la matière. Donc on va commencer par une introduction donc, sur la matière, sur le comportement énergétique de la matière microscopique, notamment des atomes. Donc là on est au début du XXe siècle, découverte à peu près 1913. On constate que certains échanges d'énergie au niveau microscopique se font par quanta, c'est-à-dire par paquet d'énergie indivisible. C'est on donne cette quantité d'énergie ou on ne la donne pas, mais on ne peut pas en donner une fraction, la moitié. C'est un échange par quanta. Ces échanges par quanta sont à l'origine de l'explication des spectres dits de Ray que vous avez probablement déjà décrits en seconde. Bohr propose que, puisqu'on observe des spectres de Ray et puisque les échanges se font par quanta, c'est que probablement les niveaux d'énergie dans lesquels les atomes peuvent se trouver sont quantifiés. C'est-à-dire que l'énergie ne peut pas prendre n'importe quelle valeur d'énergie. Il a certaines valeurs discrètes au sens mathématique, c'est-à-dire séparées les unes des autres. Donc plusieurs possibilités d'énergie, mais aussi des tas de valeurs d'énergie qui lui sont interdites. Et puis Bohr explique ça par la position des électrons dans les différentes couches électroniques. Puis plus tard, avec l'avènement de la mécanique quantique, on validera ça par la position des électrons dans les différentes orbitales atomiques dont on a parlé dans le chapitre précédent. Alors on le représente comme ça. Cette représentation ici sous forme d'un axe d'énergie correspond aux différentes énergies que l'atome peut prendre en fonction donc des positions de ses électrons dans les différentes couches. Des énergies depuis une valeur la plus faible jusqu'à une énergie correspondant à la valeur la plus élevée. Le niveau le plus faible est le niveau, on va dire, normal, dit le niveau fondamental, qui correspond à l'atome dans son état le plus stable possible, minimisant donc la quantité d'énergie qu'il renferme. Et puis tous les niveaux supérieurs sont dits niveaux excités, avec donc premier niveau excité pour le niveau 2, puis deuxième niveau excité, jusqu'à l'excitation maximale, qui peut correspondre justement à l'arrachement des électrons au niveau de l'atome. Qu'est-ce qui fait qu'un atome, comment un atome plutôt peut passer d'un niveau fondamental à un niveau excité, ou d'un niveau excité à un niveau encore plus excité, ou décroître en énergie? Et bien justement, c'est en interagissant avec la lumière. Un atome, sur un niveau d'énergie bas, peut s'élever en énergie, c'est-à-dire gagner une énergie, en absorbant un photon, c'est-à-dire photon, particule de lumière, hein, de la lumière qui arrive sur cet atome, une lumière bien choisie, et l'atome peut absorber le photon, c'est-à-dire prendre l'énergie qu'il véhiculait pour s'élever sur un niveau plus excité. L'atome peut également faire l'inverse, c'est-à-dire s'il est initialement sur un niveau excité, il peut décider d'émettre un photon pour abaisser son niveau d'énergie. Le surplus d'énergie mis en jeu au niveau de cette transition correspond à l'énergie que le photon va véhiculer ensuite quand il va partir. Donc on a un atome qui était sur un niveau d'énergie élevé et qui se retrouve sur un niveau d'énergie plus bas. Il a donc émis de la lumière, et la lumière qu'il a émise va correspondre à une certaine couleur, et on va pouvoir ainsi recréer un spectre de Ray pour cet atome. Étant donné que les niveaux d'énergie sont définis et fixes pour un atome donné, qu'on les balaie en montant en niveau d'énergie, c'est-à-dire par absorption de photons, ou qu'on les balaie en diminuant l'énergie, c'est-à-dire par émission de photons, on fait toujours les mêmes transitions. C'est donc toujours la même énergie qui est mise en jeu, et on va le voir, toujours du coup la même fréquence et la même longueur d'onde des photons concernés. C'est pour ça que les spectres d'émission
et d'absorption pour un même atome, ici le mercure, se correspondent exactement. Si l'atome est capable d'émettre ces traits, ici on voit qu'on est dans le rouge, alors l'atome est capable d'absorber exactement la même couleur. Soit il était sur un niveau élevé d'énergie et il a émis un photon que l'on voit ici à travers l'arrêt et il a baissé son niveau d'énergie, soit il était dans un niveau d'énergie bas, il a reçu de la lumière, il l'a absorbé, d'où l'arrêt noir ici, pour s'élever en énergie. Reste plus qu'à voir les formules qui permettent de comprendre le lien entre les niveaux d'énergie concernés dans l'atome et l'énergie véhiculée par le photon. Donc à travers ces deux formules-là, ici, delta E, la variation d'énergie que subit l'atome, donc soit en montant s'il absorbe un photon, soit en s'abaissant s'il émet un photon, va correspondre évidemment à l'énergie que va ensuite véhiculer le photon ou que le photon avait lorsqu'il est arrivé sur l'atome, et cette énergie se calcule par le produit H, une constante physique très importante qui s'appelle la constante de Planck, fois nu, attention la lettre ressemble à un V, ça n'a rien à voir avec la vitesse, nu, la fréquence du photon. Alors les fréquences, on les a appelées jusque-là plutôt F. Il se trouve que quand on parle de la lumière, la fréquence, on la note plutôt nue. C'est la même chose, hein, c'est une fréquence, c'est en Hertz. Voilà. On multiplie donc cette constante de Planck par nu et on obtient l'énergie du photon. Et donc la transition des niveaux d'énergie pour les atomes. On a vu dans le chapitre sur les ondes que la fréquence d'une onde était liée à sa vitesse et donc à sa célérité et à sa longueur d'onde. On avait vu que la fréquence était la célérité divisée par la longueur d'onde, donc on peut tout à fait faire intervenir ce lien dans la formule de l'énergie du photon pour obtenir une formule à trois grandeurs, h fois c sur lambda, c vitesse de la lumière, lambda la longueur d'onde. Formule un peu plus pratique parce qu'elle met du coup directement en relation la valeur d'énergie et la longueur d'onde, c'est-à-dire la couleur. Voilà. Alors qu'avec la fréquence, généralement, une fois qu'on obtient la fréquence, on est obligé de calculer la longueur d'onde pour voir un petit peu si on est dans le domaine visible ou si on déborde sur les infrarouges ou les ultraviolets. Voilà, c'est tout pour cette partie-là.